Messieurs, bien le bonjour. Nous sommes le jeudi 6 août 2026. Bienvenue à notre bulletin d'information. Bien le bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous nous écoutez. L'actualité politique et électorale a pour démarrer ce bulletin d'information la ministre de la Coopération et de la Planification, Madame Sandra Polémon, met la pression pour accélérer le processus électoral. Lors d'une réunion du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral, mercredi 5 août, la ministre a insisté sur la nécessité de faire rentrer le pays résolument en mode électoral. Sandra Polémon met la pression pour accélérer réclame notamment le lancement rapide d'une campagne nationale d'information et de sensibilisation afin de mobiliser les citoyens autour des prochaines élections. Elle a souligné que l'ensemble des institutions publiques est désormais mobilisé autour d'une même feuille de route afin d'assurer une parfaite cohérence dans la mise en œuvre du calendrier électoral. Ne perdons plus une seule journée, a lancé la ministre, estimant que les élections sont indispensables au retour à l'ordre constitutionnel et à la stabilité du pays. Par ailleurs, la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Dr Sandra Polémon, a encouragé le Conseil électoral provisoire à faire rentrer résolument le pays en véritable mode d'élection. Selon elle, il ne s'agit pas seulement de respecter un calendrier, mais surtout de créer une dynamique nationale capable de redonner confiance, de susciter la participation citoyenne et de faire renaître l'espérance démocratique. Les élections doivent être visibles, audibles et présentes dans le quotidien des citoyens afin que chacun se sente pleinement acteur de ce rendez-vous historique, a-t-elle déclaré. Sandra Polémon, qui s'est réunie avec le président du CEP, Jacques Desrosiers, des conseils électoraux, le président spécial du secrétaire général, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du BINU en Haïti, M. Carlos Ruiz Massieu, le représentant résident de M. Aviel Michon, ainsi que des représentants de l'UNOPS, de l'OEA et d'autres partenaires internationaux. A souligné que le gouvernement affirme avoir mobilisé 120 millions de dollars pour financer le processus et promet de faciliter l'acheminement du matériel électoral, la délivrance des cartes d'identification et la mise en place des centres de vote. Pour sa part, le CEP déclare pouvoir atteindre que 4 millions d'électeurs. Donc, ces 4 millions constituent la cible finale. Près de 2 millions de citoyens pourraient rester en dehors du processus électoral. Une question s'impose. Le droit de vote ne doit pas devenir un privilège électoral. Depuis des années, les Haïtiens réclament des élections crédibles, transparentes et représentatives, mais l'enjeu ne se limite pas à fixer une date dans un calendrier électoral. Situation un petit peu difficile là. Donc, du côté des partis politiques, dans une note de presse en date du 5 août 2026, le collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative CADOA affirme que la réussite de la transition dépend avant tout de l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles, seules capables de restaurer la légitimité des institutions de la République et de permettre un retour durable à l'ordre constitutionnel. À l'approche de l'ouverture de la période d'inscription, le cadre des candidatures, CADO a dit constater que certaines dispositions du décret électoral du 2 juin sont susceptibles de compromettre l'égalité des chances entre les candidats, de créer une insécurité juridique et de porter atteinte au caractère inclusif du processus électoral. À cet effet, le parti CADOA estime nécessaire qu'une révision ciblée du décret soit engagée afin de corriger plusieurs dispositions dont la portée soulève de sérieuses préoccupations. Les articles 57, 58 et 59 méritent d'être clarifiés afin d'éliminer toute ambiguïté concernant le registre électoral et de garantir une interprétation uniforme. Donc, le décret électoral, le CADOA, concernant le décret électoral, CADOA attire surtout l'attention sur l'article 153, notamment ses alinéas 5, 15, 16, 17, 19 et 26, dont certaines exigences apparaissent difficilement conciliables avec les réalités administratives et juridiques du pays. Donc, dossier élection, le dossier électoral fait jusqu'à présent couler beaucoup d'encre.
Toujours dossier politique, élection, sécurité, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé s'est entretenu mercredi 5 août avec David Howell, le nouveau chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti. Au cours de cette rencontre tenue à Port-au-Prince, les deux responsables ont discuté sur la situation sécuritaire du pays, notamment des opérations menées par la force de répression des gangs aux côtés des forces de sécurité haïtiennes. Selon la primature, les échanges ont également porté sur le renforcement de la coopération entre Haïti et ses partenaires internationaux afin de rétablir l'autorité de l'État, consolider les institutions démocratiques et créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusive. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de son administration à poursuivre les efforts visant à améliorer la sécurité de la population, préserver la stabilité et favoriser le retour à la normalité institutionnelle. Toujours concernant élection, le Premier ministre haïtien s'est entretenu donc mercredi à deux conférences organisées une réunion stratégique de haut niveau consacrée à la sécurité nationale, également à la restauration de l'autorité de l'État et au renforcement de la stabilité institutionnelle. Cette rencontre intervient après un échange bilatéral avec le nouveau chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti, David Howell. Ont participé à cette rencontre des représentants des autorités haïtiennes et des partenaires internationaux impliqués dans la réponse sécuritaire, notamment les responsables de la force de répression des gangs, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire, l'évaluation des opérations en cours et le renforcement de la coordination entre les différentes forces engagées contre les groupes armés, indique la primature dans un communiqué. Dossier TPS aux États-Unis, la juge fédérale américaine Anna Reyes a confirmé mercredi 5 août que la suspension de la mesure mettant fin au statut de protection TPS pour environ 350 000 Haïtiens n'était plus en vigueur. S'appuyant sur un récent arrêt de la Cour suprême des États-Unis, cette décision ouvre la voie à l'administration du président Donald Trump pour appliquer pleinement la suppression du programme et relancer les procédures d'expulsion. Cette confirmation judiciaire signifie que les bénéficiaires haïtiens du TPS perdent leur autorisation de travail et s'exposent désormais à des procédures d'expulsion vers Haïti, selon l'avocat Goff Pipoli, cité par CNN. Les circonstances se font déjà sentir dans plusieurs États. À Springfield, les Haïtiens dont le TPS arrive à expiration sont convoqués par des autorités de l'immigration et certains se voient imposer le port de bracelets électroniques dans le cadre de mesures de surveillance procédant une éventuelle expulsion. Selon CNN, les services d'immigration Immigration and Custom Enforcement ICE ont commencé à cibler les bénéficiaires du programme, alimentant l'inquiétude au sein de la communauté haïtienne. Au-delà des persécutions humaines, donc, cette évolution suscite de vives préoccupations économiques. Plusieurs États, des élus locaux et des dirigeants d'entreprises estiment que la perte de milliers de travailleurs haïtiens risque d'aggraver les pénuries de main-d'œuvre, notamment dans les secteurs de la santé, des soins aux personnes âgées, de l'hôtellerie et des services. Et donc, d'après une analyse de FWDUS relayée par CNN, près de 190 000 Haïtiens bénéficient du TPS occupaient un emploi aux États-Unis au début de l'année 2025. Leur contribution à l'économie américaine était estimée à environ 5,9 milliards de dollars par an, dont près de 1,6 milliard de dollars versés sous forme d'impôts et de cotisations. Malgré ce revers juridique, les organisations de défense des immigrants poursuivent leur combat et donc devant les tribunaux. Elles soutiennent que la suppression du TPS est discriminatoire et promettent de présenter de nouveaux éléments afin de contester cette décision.
Dossier de justice aux États-Unis, un ancien policier haïtien reconnaît son implication dans un trafic d'armes vers Haïti. Les autorités fédérales américaines ont annoncé qu'un ancien agent de la police nationale d'Haïti a plaidé coupable pour son rôle dans un réseau de contrebande d'armes à destination d'Haïti. L'affaire met en lumière l'ampleur d'un trafic qui aurait alimenté le pays pendant plusieurs années. Selon un communiqué du département de la justice des États-Unis, publié le 4 août 2026, Jean-Robert Casimir, 53 ans, citoyen américain d'origine haïtienne, résident à Lauderhill, en Floride, a reconnu sa culpabilité devant un tribunal fédéral du district de Columbia. Il fait face à des accusations de complot, de contrebande, de violation de la législation américaine sur le contrôle des exportations. Cet ancien, les enquêteurs soutiennent qu'entre août 2020 et décembre 2024, l'ancien policier a participé à l'exportation illégale d'au moins 140 armes à feu vers Haïti sans les autorisations requises par le Bureau of Industry and Security Department du commerce américain. D'après les documents judiciaires, Jean-Robert Casimir aurait acquis au moins 108 armes auprès des vendeurs titulaires d'une licence fédérale ainsi que 30 à 35 autres auprès d'un particulier en Floride. L'arsenal comprenait notamment des fusils, des pistolets et des fusils de chasse. Les autorités américaines indiquent que les armes étaient dissimulées dans des compresseurs d'air industriels modifiés. Les appareils étaient découpés, remplis d'armes, démontés, protégés par la mousse isolante, puis ressoudés avant leur expédition par voie maritime depuis la région de Miami vers Haïti. Donc, arrêté le 16 décembre 2024 à Lauderhill, Jean-Robert Casimir avait été formellement inculpé le 23 janvier 2025. Le dossier a été présenté par le département de la justice avec la participation du FBI, de Homeland Security Investigation, pour poursuivre leur investigation sur ce réseau trafic d'armes. Donc, Jean-Robert Casimir attend le verdict de sa condamnation pour trafic d'armes. Toujours donc aux États-Unis d'Amérique, une juge fédérale autorise je dirais que la Cour suprême a rendu son jugement dans l'affaire de la citoyenneté de naissance. La Cour a statué que les enfants nés aux États-Unis des parents présents illégalement ou temporairement sont citoyens américains dès la naissance. Malgré l'annonce du président Trump, les États-Unis n'ont pas demandé un réexamen du dossier. Pour clore ce bulletin d'information, madame, monsieur, donc sachez que Capital One annonce, une grande banque américaine, Capital One, annonce avoir fermé des centaines de banques, de comptes bancaires associés au président américain Donald Trump et à ses entreprises, Trump Organization, en 2021 pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent, selon un récent dépôt au tribunal de cette institution financière. Donc, plus de 300 comptes en banque des entreprises du président américain Donald Trump ont été fermés par la banque Capital One pour motif de blanchiment d'argent. C'est la fin de ce bulletin d'information, madame, messieurs. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un prochain bulletin. Donc, il ne faut pas oublier de continuer à s'abonner à la chaîne YouTube Team Connaît Lambi officielle et à la page Facebook Connaît Lambi Vérité. Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Justin Jean-Marie. À bientôt.